Le caméléon est un petit animal à sang-froid. Ses yeux lui permettent d'anticiper les mauvais coups. Pour passer inaperçu, il change de couleur et se fond dans le décor. Moi aussi, je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Je suis Sébastien Pérez Pezzani. Je suis un caméléon. Bonjour. On est parti journaliste. On est rentré au Venezuela, touriste. On a été arrêté, espion de la CIA. Et ensuite on est passé trafiquant de drogue et on revient journaliste. C'est pas mal. Nous sommes arrivés le 4 avril à Caracas. Ce film raconte les 8 jours qui ont précédé notre arrestation. Avec plus de 28 000 personnes assassinées en 2016, le Venezuela est le pays le plus criminogène de la planète. Guerre des gangs, trafic de drogue, règlement de compte, kidnapping. La mort est ici à tous les coins de rue. La violencia en ese país parece apoderarse de su sociedad en una espiral sin fin. Pour combattre le crime, l'administration la plus corrompue du monde. Au Venezuela, 95% des assassinats restent impunis. Assis sur les plus grandes réserves de pétrole au monde, le pays était il y a 15 ans le plus riche du continent. Mais faute d'avoir su diversifier son économie, il se retrouve depuis 2014 et la chute du prix du baril au premier rang mondial de l'indice de misère. Pénurie alimentaire, pénurie de médicaments, inflation proche des 1000%, c'en est trop pour une population au bord de la rupture. La frustración de los compradores desesperados por llevar alimentos a su hogar. J'ai 7 jours pour rencontrer ceux qui se battent au quotidien et tentent de s'en sortir par tous les moyens. Comme Nelson, qui plonge dans les égouts pour gagner sa vie. Je vais rentrer discrètement dans un hôpital surveillé par les milices du gouvernement et croiser des médecins en colère. Ça, c'est un casier où on avait les médicaments pour les patients. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. À la frontière avec la Colombie, Alchimiro, un journaliste local, va me faire passer clandestinement de l'autre côté pour me montrer comment les douaniers raquettent la population. Sébastien, s'il voit ta caméra, on va vraiment avoir des problèmes. Je vais aussi aller à Petare, le bidonville le plus dangereux d'Amérique du Sud, rencontrer les malandros, les gangs spécialisés dans le meurtre et le kidnapping. Mais mon plus gros souci sera d'éviter les forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, des manifestations quotidiennes réclament le départ du président Nicolás Maduro. La violence des affrontements monte chaque jour d'un cran. On dénombre déjà 40 morts et 40 journalistes étrangers ont été expulsés. Interdiction formelle de filmer au Venezuela.
Quand je pose les pieds dans la capitale, le pays est au bord de l'implosion. Bienvenue au Venezuela. Bienvenue dans la poudrière. Alors là, ça va être très compliqué à filmer. Il faut se cacher, il faut pas que la police nous voit en train de filmer. Donc on va passer 7 jours à jouer au chat et la souris avec la police politique. Voilà. Parce qu'ils veulent pas qu'on montre une mauvaise image du pays. Ici, c'est pas l'avenue Mercedes. Il faut passer par le centre. Non, ne bouge pas. Reste là. Voilà. C'est le premier jour. La garde nationale bolivarienne contrôle la ville. Les rues sont bloquées par les affrontements. Faut qu'on parte d'ici. Prends là-bas. Non. Se déplacer à pied présente un avantage. J'ai plus de mobilité pour éviter les contrôles de police. Bonjour, est-ce que vous avez des bottes en caoutchouc? Elles sont parfaites, celles-là. C'est combien? 36 900 bolivares. Comme dans tous les pays en crise, les Vénézuéliens sont devenus les rois du système D. À Caracas, c'est dans les égouts de la ville que certains ont trouvé leur salut. Le gros problème, c'est que pour les rejoindre, il faut marcher à découvert et notre caméra est trop visible. Sans le savoir, je me suis déjà fait repérer. Au Venezuela, quand quelqu'un vous aborde spontanément, il faut se méfier. Surtout si la personne vous suit depuis une centaine de mètres. Ils trouvent de l'or des fois, tu le savais? De l'or? Pas souvent alors, quand ils sont chanceux. Exactement, de la chance. Sinon c'est du cuivre, un peu de tout. Ouais, ils trouvent des armes aussi. Des armes? Ce que je redoute le plus, des kidnappeurs ou des agents de l'État. Et lui, il pourrait même être les deux à la fois. Sérieux? Oui. Parce qu'il les jette comme ça? Oui, exactement. Et ça se vend bien une arme? Ouais. Je m'en tire avec une blague, mais il ne fait pas bon rester ici. Il y a trop de monde autour de nous. Coupe ici, coupe. Je vais réussir à semer l'homme qui me suivait, et plus haut sur la rivière, je vais trouver l'endroit idéal. Un filon qu'une vingtaine de forçats ont décidé d'exploiter. Un petit bout de paradis à l'abri des regards. Tu viens quand tu veux, mon pote, on est à ton service. Gratter la vase des égouts pour en sortir les bijoux, les métaux précieux ou les pièces de monnaie que les gens perdent, c'est l'idée de Nelson. Il l'a eue il y a 30 ans, quand il a dû s'occuper seul de ses 5 frères et sœurs. On sort la terre et on la filtre avec un sac en toile pour bien la laver. Parce que l'or et tous les métaux restent... Il reste au fond. C'est bloqué au fond. L'eau emporte toute la merde, là, tu vois? Ah, ok. Il y a de l'or, là? Ouais, viens voir. Ça, c'est de l'or? Ah ouais, et ça? Ça, c'est des bijoux. Et après, vous les vendez sur le marché? Oui. Ça, c'est de l'or. Et ça, c'est de l'argent. Le gramme d'or vaut 100 000 bolivares. Maintenant, avec la crise, vous êtes plus nombreux? Oui. Avant, il n'y avait presque personne. Et t'as toujours gagné ta vie comme ça? Oui. Oui, évidemment. J'ai ma maison et j'ai nourri ma famille grâce à ça. Autrefois naturel, ce cours d'eau est devenu en l'espace de 30 ans un égout à ciel ouvert où se déversent les produits toxiques rejetés par la ville. Sans compter que chaque jour, il peut y avoir une mauvaise surprise.
On trouve de tout ici, même des corps de gens assassinés. Et ils passent en flottant. Et vous faites quoi? Vous les laissez flotter? Non, on les récupère. On peut même trouver des pistolets. Là, de temps en temps, mais c'est rare quand même. Hein. Et il faut que l'arme soit en bon état, parce que ces trucs, ça pourrit vite avec l'eau. Ok. Aujourd'hui, Nelson et ses potes ont un problème. Les produits déversés en amont rendent les eaux trop sombres pour travailler. Il est 15 heures et ils n'ont trouvé que des miettes. Alors ils ont décidé d'aller sur un meilleur spot. Un endroit un peu particulier. C'est quoi le tsunami? C'est comme ça qu'on appelle la cascade. Quoi la cascade? Ouais, on l'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de pression. Et il est après le tunnel? Ouais, plus bas. Bon, on y va? Ah, par contre, tu vas pas pouvoir passer dans l'eau. Comment ça, je peux pas passer dans l'eau? Non, il y a trop de crevasses. En haut alors, en marchant? Non, il y a des trous aussi, tu risques de tomber dedans. Il y a un trou? Ouais, c'est dangereux. Bon, attends, je vais vous suivre alors. À l'entrée du tunnel qui nous mène au tsunami, le courant est de plus en plus fort. Avec mes bottes en caoutchouc, j'espérais ne pas entrer en contact avec l'eau, mais c'est raté. Et puis, une fois à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait mal. Ça pue! L'odeur acide attaque mes poumons. Mes pieds s'enfoncent à chaque crevasse. La visibilité se réduit à nos lampes torches. Je vais glisser et manquer de tomber une dizaine de fois. Fais attention, il y a un trou. Ce sont les 500 mètres les plus longs de ma vie. Pour ces chercheurs d'or, le tsunami, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est là? Voilà, c'est ça le tsunami. Et vous trouvez plus de trucs? Bien sûr, parce que tout ce qui vient de plus haut tombe ici. Et à cause du courant, personne ne s'y jette. Prête-moi tes bottes. Mets-toi là-bas, il n'y a pas de verre. Avec un système de sécurité rudimentaire, ces hommes vont passer l'après-midi à plonger la tête dans l'eau, racler le fond et en sortir la vase. En quelques minutes, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'œil. C'est quoi ça? C'est des bijoux. Et ça, c'est un morceau de dent en or. Je vais rester une demi-heure avec eux, mais je suis à découvert. Didier, mon acolyte, fait le guet, parce que si la police nous voit, on peut se faire embarquer. Nous allons décider de partir, nous avons tout ce qu'il nous faut, à un détail près. Mets-moi de l'eau dans la bouteille, s'il te plaît. Je vais analyser ça. Deuxième jour. Au Venezuela, depuis le début de la crise, 70% de la population n'a qu'un repas par jour. Il n'y a plus rien? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Le pain. Si la première des priorités, c'est de se nourrir, la deuxième, c'est de ne jamais tomber malade. La quasi-totalité des médicaments sont introuvables et coûtent une fortune au marché noir. En 2016, plus de 2000 enfants sont morts à la naissance faute de médicaments. Les hôpitaux sont devenus le symbole de la crise que traverse le Venezuela. Toutes les tensions y sont concentrées. Je mets une petite blouse, parce que les hôpitaux sont surveillés par le gouvernement. En fait, on n'a pas le droit de les filmer. Donc je suis rentré avec une blouse en loose day.
C'est un étudiant en médecine. On est à l'hôpital universitaire. Et viens, on va rentrer parce qu'il y a quelqu'un. Hop, ouais, Tessio. Je te suis ? Si, Ok, on y va. Ce sont 2 étudiants internes qui m'ont fait entrer. Je les appellerai William et Lydia. Ils veulent me montrer l'état de délabrement de l'endroit où ils travaillent, mais impossible d'éviter les miliciens du gouvernement. Vas-y, c'est bon. Arrange là. Pourquoi c'est aussi difficile de filmer un hôpital ? Comme tu peux le voir, il y a un milicien à chaque escalier et à chaque porte. En général, ils sont ici, dans cet hôpital, je sais pas trop pourquoi. Mais ils sont là pour empêcher la presse de filmer ? Non, ils sont là pour contrôler une quelconque éventualité. Nous, les médecins, on veut que cette situation soit connue dans le monde entier, qu'elle soit internationale. Nous allons réussir à filmer quelques images et nous rendre compte qu'ici, ce sont les familles qui font le travail d'aide-soignant. Et puis le médecin en chef va nous prendre en charge. S'il est surpris en train de nous parler, il risque la prison. Ces dispositifs pour l'oxygène, les patients doivent l'amener, parce qu'on n'en a plus. Quoi, les gens l'amènent avec eux ? Évidemment. Ils viennent, on installe et on leur donne de l'oxygène quand on en a. Attends. Ah, attends, il y a quelqu'un. Comment ça va ? C'est ici qu'ils se lavent ? Bien sûr. T'as vu qu'ils se lavent dans le lavabo ? Et les lits n'ont pas de matelas, par exemple. Les lits pour déplacer les malades. Vous n'avez pas de matelas ? Non. Ça, c'est pour que les gens urinent. Ils prennent ce truc, ils vont pisser, et ils le posent ici. Ils ne peuvent pas le laver, parce que le lavabo est cassé. Alors ils le laissent là. On m'a aussi expliqué que la nourriture montait dans le même ascenseur que les poubelles. C'est un ascenseur rudimentaire. Il est tout cassé. Dans cet ascenseur, on fait passer la nourriture, les poubelles et les morts. Avant, le service de buanderie fonctionnait de manière régulière. Chaque lit avait son drap, son oreiller, sa couverture et même son rideau. Chaque lit. Et ici, à l'hôpital, on ramassait, on lavait et on remettait tout. Si tu regardes, on n'a même pas de quoi laver les serviettes des patients, parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est un casier où on avait les médicaments pour les patients. Il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. C'est une poubelle. Ah, là, il y a des médicaments. Ça, c'est quand les patients sont en train de mourir. S'ils ont besoin de médicaments d'urgence. C'est les seuls qui nous restent. Le frigo où on garde les médicaments. Je n'aime pas les hôpitaux, mais pour être honnête, celui où je me trouve ressemble davantage à un mouroir. Les patients qui sont là sont ceux qui n'ont plus aucun espoir, et les médecins n'ont aucun moyen de les sauver. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans tous les hôpitaux, ils ont des odeurs, normalement. Un truc de désinfecté, une espèce d'odeur de médicaments, et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'odeur. Pour sortir discrètement de l'hôpital, j'ai dû attendre la tombée de la nuit. Troisième jour. Depuis mon arrivée, je tente d'entrer en contact avec un gang responsable de plusieurs kidnappings. C'est l'un des seuls business qui marche dans ce pays en crise. Un contact m'a dit d'attendre à la station de mototaxi de la mairie. Ce sont les seuls à pouvoir m'amener dans les bidonvilles. En même temps, c'est normal, ils sont nés là-bas. La personne censée tout arranger, c'est l'homme à la chemise bleue. Je l'appellerai Paco. Ancien trafiquant, il est aujourd'hui responsable de la sécurité d'une des 5 personnes les plus importantes de la ville, le maire de Sucre. Les membres du gang n'ont pas donné signe de vie, alors il va me proposer de rencontrer d'autres personnes. Buenas, Sébastien. Amène-le chez la fille qui habite avec sa grand-mère. La maison où ils ont tué sa sœur et sa nièce. Ah ouais, ok, la sœur du Black. Paco ne se déplace pas,
les mototaxis semblent être à son service. Direction le plus grand bidonville d'Amérique du Sud, 1 million d'habitants. Il est situé sur les collines de la ville et personne n'y entre sans l'autorisation de ceux qui le contrôlent, les malandros. À Petare, il y a 10 crimes par jour. En fait, on est dans le quartier le plus violent du Venezuela. Petare, ça s'appelle. Eh, viens ici, s'il te plaît. Ça, ce sont des journalistes français. Ils sont envoyés par la compagnie. La compagnie, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais visiblement, à son évocation, le visage des gens change. Bueno, entro. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibir. La vie de la famille de Yusbelis Alvarez a basculé le 16 novembre 2016. Chez elle, ce matin-là, tout le monde s'apprête à partir au travail. Il est 6 heures. Le moment choisi par les forces spéciales pour lancer une opération antidrogue. Problème, les autorités connaissent mal la zone, c'est l'une des plus dangereuses du pays. Ils pensent entrer dans une maison de trafiquants, mais c'est chez Yusbelis qu'ils font irruption. En 15 secondes, 30 balles sont tirées. Ma nièce a reçu une balle ici et une ici. Et elle est morte? Oui, elle est morte. Ok. Et ma sœur en a reçu de l'épaule jusqu'en bas de sa jambe. Mais plusieurs balles? Beaucoup, oui. Papa, ça tirait de partout. Il y a des impacts dehors. Comme tu peux voir, il y a un escalier et eux étaient placés là. Attends, tu peux te mettre par là. Ici, il y a le balcon de ma sœur. C'était sa petite chambre là. Quand on est passé chez elle dans sa maison... Boum, ils ont tiré. Ouais. Et ma sœur et ma nièce étaient déjà par terre, en train de mourir. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient même pas où ils étaient. À la morgue, ma sœur était déjà morte. Je leur ai demandé d'enlever leur cagoule. À aucun moment ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas montrer leur visage. Ils ont emporté toutes mes affaires, les vêtements de ma sœur, ses chaussures. Ils ne nous ont rien laissé. Une fois qu'ils ont tout pris, ils ont pris le matelas. Ils ont tout nettoyé, comme s'il ne s'était rien passé. Et après, ils ont payé tout le reste. Ils nous ont demandé avec quels vêtements on voulait habiller la petite fille et sa maman dans le cercueil. Ils se sont occupés de les habiller. Ils ont payé l'enterrement. De voir quelqu'un d'autre habiller ma sœur et de s'occuper de la ranger. Et nous, on restait là, les bras croisés, on ne pouvait rien faire parce que le gouvernement s'occupait de tout. Ils ont dit qu'ils allaient nous aider. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse rien dire et qu'on reste tranquille. Ils ont dit qu'ils allaient acheter des médicaments à ma mère, nous donner de l'argent. Je leur ai dit, écoutez, nous, on ne veut rien. La seule chose qu'on veut, c'est la justice. Mais pour les plus démunis, au Venezuela, la justice n'existe pas. Combien tu gagnes par mois? Le salaire minimum. C'est quoi le salaire minimum? Moi, je suis payé 8000 bolivares par semaine. 8000 bolivares? C'est 3 $. Non, Seb, c'est pas 3 $, c'est 2,50 $. 3,50 $? Non, 2,50 $. 2,50 $ par semaine? Oui, oui. Le gouvernement n'a jamais donné suite et l'affaire a été enterrée. La maman de Yusbelis n'a jamais eu ses médicaments. Je n'ai toujours pas de réponse du gang, alors j'ai décidé de partir de Caracas. Direction la ville de Maracaibo, la frontière avec la Colombie. Pour voir de plus près un autre fléau qui ronge le Venezuela, la corruption.
5e jour. Dès le lever du soleil, je suis parti préparer une excursion. En 2013, un dollar américain valait 5 bolivares. Aujourd'hui, il en vaut 6000. Voilà, c'est 50 $. 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 100. Voilà. Ça, c'est pour soudoyer les douaniers, pour pouvoir passer. J'ai décidé de passer en Colombie clandestinement et d'y aller sans mon caméraman pour être le plus discret possible. C'est Antonio, un taxi local, qui va me guider. Depuis une vingtaine d'années, le pétrole est quasiment gratuit pour les Vénézuéliens. Une idée de l'ancien président Hugo Chavez qui voulait redistribuer les richesses du pays. 1 litre d'essence acheté au Venezuela se revend 3200 fois plus cher en Colombie. Résultat, le trafic d'essence est devenu le principal commerce de la région. Un marché plus rentable que celui de la drogue et qui est devenu l'exclusivité des mafias locales. La technique est simple, il suffit de remplir son réservoir côté vénézuélien et de le vider côté colombien. Les mecs vendent le maximum d'essence, tout ce qu'ils peuvent. Et au retour, ils se retrouvent sans rien dans le réservoir. Exactement. Et au retour, ils achètent des bouteilles de 5 litres. Sinon, ils tombent en panne d'essence. Pour revenir à la station essence, ils doivent en remettre dans le moteur. Lui, il a tout vendu en Colombie. Pour que le voyage rapporte un maximum d'argent, les contrebandiers ont jeté leur dévolu sur des véhicules équipés de gros réservoirs. Et dans ce domaine, ce sont les Américaines les meilleures. Ces camions, c'est les rois de la frontière. Ils servent à quoi? Ils ont 2 réservoirs. C'est des camions de la marque Chevrolet. Ils peuvent transporter plus de 300 litres d'essence. Et ils font plusieurs voyages par jour. Ils vont, ils viennent toute la journée. Mais eux, ils payent les douaniers, non? J'imagine que oui. Parce qu'ils passent tranquilles. Ils ont leur contact. Chacune de ces camionnettes rapporte 250 $ par voyage. Elles font plus de 10 rotations par jour. Et ils ne font jamais la queue. Je ne sais pas comment ils font, mais ils n'attendent pas. Bah, ils payent. Ouais, ils sortent de la file et ils doublent tout le monde. Et ils passent vraiment facilement. Mais si le trafic d'essence a pris une telle ampleur, c'est parce que les autorités locales y participent allègrement. Il y a déjà des contrôles? Ouais. 30 km avant la frontière, le premier barrage. Il y en aura une dizaine, et à chaque fois, c'est le même manège. Tous ceux qui sont chargés d'essence arrosent les policiers de la GNB, la Garde nationale bolivarienne. La camionnette est passée. Ouais, bien sûr. Aucune inquiétude pour les trafiquants qui peuvent opérer sans même se cacher. Si on paye, on passe, c'est la devise de la frontière. Et comme il n'y a pas de petits profits, la GNB raquette aussi ceux qui traversent avec des marchandises, dans les 2 sens. À l'image des organisations mafieuses, la garde bolivarienne réclame un pourcentage sur toutes les activités, qu'elles soient légales ou pas. T'as vu comment ils contrôlent les camions? Ils montent dessus et vérifient. Ah, la femme est descendue pour payer et puis elle est remontée dans le camion. Les gardes de la GNB ne touchent jamais à l'argent. Avec eux, un homme de paille et son sac en bandoulière. C'est lui qui encaisse. Une technique imparable, impossible de filmer les fonctionnaires avec l'argent dans les mains. Guerrero. Nous sommes à 12 km de la frontière. Mon taxi a refusé d'aller plus loin. Voilà, je vais monter dans un de ces camions là qui est derrière. Je vais passer la frontière de
manière clandestine avec tous les produits. On va voir ce qu'on a et on va le partager. Alejimiro nous a rejoints. C'est un journaliste local, il connaît la frontière comme sa poche. Il va m'aider à passer en Colombie pour que je puisse filmer le système de raquettes mis en place par la GNB. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Vas-y, explique-lui. Alors ils peuvent nous voler. Il y a des délinquants sur la route, des gens qui raquettent. C'est pour ça qu'on a séparé l'argent? Ouais. Moi j'ai combien? 10 000? Toi t'as 10 000, moi j'ai 50 000. Mais nous, on va pas se séparer. Non, l'idée c'est que s'ils te volent toi, ils ne prendront pas les 100 000. Qui va me voler? La police? Il y a la police, les gangs armés, la guérilla, il y a de tout. Ils vont pas nous tuer? Bah, on va voir ce qui va se passer. Lui, c'est Jefferson, mon fixeur. C'est lui qui, depuis le début, me trouve les contacts au Venezuela. Et en ce moment, il est encore plus inquiet que moi. Là où nous allons, c'est le territoire des gangs, une zone de non-droit. Et le téléphone, il te le vole? Évidemment. Tout ça, c'est de l'essence? Oui. Maintenant, il faut trouver le bon camion et s'y engouffrer discrètement. Il faut faire vite. Plus nous attendons, plus nous risquons de nous faire repérer. Ce que je veux, c'est parler d'abord avec le chauffeur avant de monter. En échange de son silence, un chauffeur va nous facturer le voyage 50 000 bolivares, 15 $, l'équivalent d'un mois de salaire. Il fait chaud. Des milliers de camions comme celui-ci passent chaque jour la frontière avec à leur bord des Vénézuéliens qui vont vendre leurs marchandises en Colombie. Nous avons 12 km à faire. Sur la route, la GNB place des barrages de manière aléatoire. À chaque barrage, il faut payer un droit de passage. S'il n'y a pas assez d'argent, le camion fait demi-tour. Toi, tu fais ce voyage tous les jours? Oui, pour manger. Seulement pour manger. Mais il n'y a rien ici? Si, mais c'est très cher. Moi, j'emmène du fromage jusqu'en Colombie. Et ça me fait de l'argent en le revendant là-bas. Et là-bas, t'achètes? J'achète du riz, j'achète du pain, de l'huile. Je peux me faire jusqu'à 6 000 bolivares alors que j'en investis que 150. C'est un bon investissement, ça vaut le coup. À condition de ne pas trop se faire racketter à chaque contrôle. Après une demi-heure d'attente, c'est le grand départ. On passe par où? Essayez par Paravito, c'est plus rapide. Il me faut la participation pour les gardes. Passez-moi l'argent pour les gardes. Tout ce que vous avez collecté. Sébastien, s'il voit ta caméra, on va vraiment avoir des problèmes. Premier kilomètre, premier contrôle. Les passagers viennent de glisser 8 000 bolivares pour la GNB. Une semaine de salaire. Il y a une règle que je vais apprendre en voyageant dans ce camion. Plus on s'approche de la frontière, plus c'est cher. Deuxième contrôle, 10 000 bolivares. J'éteins la caméra à chaque fois parce que s'il me voit, je passerai pas. Nous n'avons pas fait la moitié du trajet et déjà certains n'ont plus assez d'argent. Nous approchons du troisième barrage, 12 000 bolivares, assorti d'une petite rallonge. Une autre tournée, il en faut plus. Le prix, c'est au bon vouloir des agents de la GNB. Et ils font ça toute la journée, ils sont là. C'est le pays le plus
corrompus du monde. Alors là, on vient de tourner, on vient de prendre par les petites routes, on va éviter la frontière. Mais sur les petites routes aussi, la GNB nous attend. Putain, ils sont là. Il en faut plus. Là, il y a 300. Il manque 1800. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mais devant, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Certains passagers ont tout donné. Ils n'ont plus un sou. Discrètement, je vais payer pour eux. On n'est pas encore arrivé. Hein. À cette heure, ils sont durs. C'est dingue. Ils sont incroyables. C'est des vautours. Allez ! 16 000 bolivares dans la poche des hommes en vert. 2 semaines de salaire. Nous sommes à 2 km de la frontière. Le chauffeur va tenter un coup de poker pour éviter la GNB. Il décide de passer par le maquis, la zone tenue par les gangs. Il peut se passer quoi ici? Des vols. On va se faire voler. C'est leur zone ici. C'est leur territoire. Quelqu'un va nous escorter. Ils nous prennent de l'argent, soi-disant pour nous protéger. Il faut payer, sinon vous passerez pas. Pour certains passagers, la colère est plus forte que la peur. La GNB nous prend de l'argent, les FARC nous prennent de l'argent, mais qui encore? Vous croyez que je chie de l'argent, sans déconner? Alors là, on est bloqué parce qu'il n'y a plus d'argent du tout. Donc ils demandent encore un péage et plus personne n'a d'argent. Nous sommes trop près de la frontière pour faire marche arrière. Nous allons nous en tirer en lâchant une partie de la marchandise. Donc ça y est, on est du côté colombien. Je suis illégal. Il faut que j'évite la police et tout le monde. Maicao, première ville colombienne quand on vient du Venezuela. Me retrouver sans papier ici, c'est un peu bizarre, mais j'avoue qu'avoir mis de la distance entre les forces de police vénézuéliennes et moi, c'est plutôt un soulagement. Et je ne suis pas le seul. Ça y est, on a réussi. On est arrivé dans la ville de Maicao, sains et saufs. Merci Seigneur Tout-Puissant. Les gardes de la GNB, les policiers, tous les racketteurs, ils nous ont tout pris, tout ce qu'on avait. On est là sans argent, sans monnaie, même pas une petite pièce, ni pesos, ni bolivares. Mais bon, maintenant on va vendre la marchandise et continuer. Continuer le trajet, l'odyssée, le voyage de ceux qui ont faim. Qu'est-ce que tu vas acheter aujourd'hui? Un peu de riz, de l'huile, du sucre. Mais tu vas vendre ça en 2 minutes, non? Non, en 1 heure. Et pendant 1 heure, tu vas parcourir le marché? Ouais, pendant 1 heure ou 2. Et après, tu rentres? Oui, après il faut se taper le voyage dans l'autre sens. Moi, je ne peux pas rester aussi longtemps. En Colombie, je suis un clandestin. Je dois absolument éviter la police et rentrer le plus vite possible au Venezuela. La solution du retour, c'est Aljimiro qui va me la donner. Aljimiro est un Indien wayuu, et les wayous vivent depuis des siècles dans cette zone, à cheval entre les 2 pays. Ils sont les seuls à pouvoir passer la frontière sans passeport. Un de ses cousins est contrebandier, c'est lui qui va nous faire rentrer discrètement au Venezuela. C'est bien la police.
c'est les flics qui me regardent. Je voulais filmer absolument la voiture dans laquelle je suis en train de monter. Et c'est en langue wayou qu'il va me donner les consignes. C'est muet, tu te tais. Tu dis Necha. Necha en wayou, ça veut dire rien. Je ne dis rien, je suis muet. Sur le trajet, ils vont parler dans leur langue. Je ne vais rien comprendre, et tant mieux. En une demi-heure, nous allons retourner au Venezuela sans rencontrer aucun barrage. Sixième jour. Aljimiro m'a demandé de rester une journée de plus. C'est difficile d'être journaliste ici? Difficile. Dangereux? Aussi. Il y a l'armée, la GNB, la police. L'armée qui me dénonce aux trafiquants et leur dit que c'est moi qui les empêche de travailler. J'ai peur de passer et que les trafiquants s'attaquent à moi. Donc passer la frontière hier, c'était difficile? Pour toi aussi? Pour moi, Comment on passe là? Comme ça. Va devant et je te suis. Non, viens, pas de problème. Depuis plus de 5 ans, Aljimiro se bat tous les jours contre la corruption des autorités et contre les mafias qui ont imposé leurs lois sur le territoire wayou. Et ça lui coûte cher. Une ONG l'a placé en 7e position des journalistes les plus persécutés du pays. Son cheval de bataille, la famine, qui tue chaque jour des membres de sa communauté. Il a tenu à me présenter Mira. Elle vit dans une cabane avec ses parents, son mari et sa fille sourde et muette, dans une pauvreté extrême. Et vous dormez tous ici? Oui. Mira est une indienne wayou. Elle peut traverser la frontière sans passeport, mais comme tout le monde, elle est rackettée à chaque barrage par les agents de la GNB. En ce moment, il y a un garde bien salaud qui se poste à chaque fois vers le pont. Il y est souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Qu'est-ce que tu fais ici? Descends, descends de ce camion, il dit. J'ai seulement un peu de riz et une pâte qu'on m'a offert parce que j'avais faim et un demi-litre d'huile. Mais j'ai dû attendre pendant plusieurs heures et il m'a pris la moitié de la nourriture. Ils me font descendre et ils me contrôlent à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi ils laissent passer tous ces camions. Ce n'est qu'une histoire d'argent. Quand tu ramènes des aliments de Colombie, même si ce n'est pas beaucoup, les gardes te raquettent. Il faut que t'en laisses. Si t'en as 4, ils t'en prennent 2, ou alors tu payes. Parce que si tu payes, tu passes. Dans cette région, on estime à plusieurs centaines de milliers les personnes qui, comme Mira, sont en situation de famine. La plupart sont des Indiens wayous. Et ici, c'est la cuisine? Oui. Dans la cuisine de Mira, des ustensiles qui ne servent plus depuis des années. Son repas quotidien, un bol de maïs pour 5 personnes. Ça, c'est votre repas? Ça, c'est la chicha. C'est notre dîner. Je le mets dans l'eau pour le ramollir. Comme ça, je peux le moudre. J'ai une cousine qui a un moulin. Et c'est la seule chose que vous mangez? Ça, oui. Des fois, on mange du riz quand on se réunit. Mais le kilo de riz est à 4000 bolivares. Le maïs à 1500. Malgré la misère, Mira met un point d'honneur à ce que sa fille aille à l'école tous les jours. J'avais 2 filles, mais j'ai perdu la dernière. De quoi elle est morte? J'avais pas de quoi la nourrir. Elle aurait 15 ans aujourd'hui. Aljimiro travaille dans une association qui aide les familles wayous en détresse. D'après lui, jamais la situation n'a été aussi critique. Des 22 familles que nous aidons, la plupart sont dans la même situation que Mira.
Et depuis le début de l'année, 10 enfants sont partis. Ils ne sont plus de ce monde, ils sont morts de faim. Voilà ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. C'est le 7e jour. J'ai enfin reçu le feu vert pour rencontrer le gang de kidnappeurs. Le rendez-vous est fixé à Petare. Ce sont les mêmes mototaxis qui vont m'y emmener. Là, il y a le quartier Union, et là, Turumo, et enfin là, c'est Petare. Et c'est encore Paco, l'homme à la chemise bleue qui m'avait fait entrer dans le bidonville quelques jours plus tôt, qui a organisé la rencontre. On va aller en moto jusqu'à Union. De là à là, vous ne pourrez pas filmer. On va rentrer dans la zone la plus dangereuse de Petare. Mais on est où là? Ici. Et on peut filmer jusqu'à... comment ça s'appelle? Barrio Union. Et quand on passe par Turumo, vous éteignez. À cet instant, je me demande si c'est une bonne idée. Les kidnappeurs sont les pires criminels du pays. Ils ont la réputation de tuer quiconque se met sur leur route. Il faut éteindre la caméra là. Rentrer à Petare de nuit, c'est la pire des choses à faire. Il me faudrait plusieurs jours pour préparer le terrain, mais je ne les ai pas. Alors me voilà, face à ce qui se fait de pire dans ce pays. Comment s'organise un kidnapping? On étudie la personne qu'on veut kidnapper pendant plusieurs jours. On regarde où elle vit, où elle travaille. Tu surveilles la personne? On est plusieurs à la surveiller. Quand on sent que c'est le bon moment, on prépare tout. On s'y met à plusieurs et on l'emmène, et on l'enferme pour de bon. Il faut vraiment l'étudier, savoir où il a ses habitudes, où il sort avec ses amis, s'il emmène les enfants à l'école. Il faut une bonne base pour préparer le coup. Excuse-moi, mais on t'entend pas avec ce truc. On comprend rien à ce que tu dis. Et on les séquestre. T'as compris? Comment vous savez si quelqu'un a de l'argent sur son compte en banque? Dans ce monde, tout s'achète. Tu comprends? Nous, on achète les informations à ceux qui travaillent dans les banques. Et quand on attaque, c'est qu'on sait tout de la personne. Excuse-moi, mais vos parents, ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, mon père, il a été tué. Il a été assassiné? Assassiné quand j'avais 12 ans. Moi, c'est pareil. Mon père m'a abandonné quand j'avais 2 ans. C'est la vie qu'on nous a donnée. On ne peut pas faire autre chose. On a pris ce chemin et on terminera de la même façon. Pardon? On t'entend pas, mec, on t'entend pas. On sortira d'ici entre 4 planches. Ah, ok, vous n'avez pas peur de mourir? Non, on n'a pas peur. On fait ça pour pouvoir vivre normalement, et on verra bien. C'est la seule chose qu'on sait faire. Nous, on connaît que la rue. On est ce qu'on est, et on fait ce qu'on fait. Ouais, nous, on est de la compagnie. La compagnie. C'est la 2e fois que j'entends ce mot. Ça, ce sont des journalistes français. Et ils sont envoyés par la compagnie. Ils m'avaient déjà ouvert les portes de Petare, mais cette fois, je commence à comprendre. En fait, la compagnie, c'est le gang. Et il semblerait qu'il soit dirigé par Paco, l'homme à la chemise bleue. C'est lui qui tire les ficelles. À partir de maintenant, je vais tout faire pour m'échapper de cet endroit. 7 morts. Lui, c'est 7 morts. Il a tué 7 personnes? Ouais. Et un jour, vous allez arrêter? Comment? Un jour, vous allez arrêter? Seulement quand quelqu'un nous tuera. C'est exactement ça. On est là-dedans et on ne pourra pas s'arrêter. Ils vont me proposer de la drogue. Je vais en profiter et m'en sortir encore une fois par une blague. Et le gringo, il en prend pas? Non, une bière de temps en temps, pas plus. Même pas un petit joint? Non, regarde, il a arrêté de fumer. Il est gros. C'est le 8e jour. Je n'ai jamais eu autant envie de partir d'un pays. 8 jours pour le comprendre, c'est peu.
Mais on va m'en donner 10 de plus. À 15h30, nous sommes interpellés par 4 hommes en civil au moment où nous montons dans l'avion. Les policiers qui vont nous arrêter à l'aéroport connaissaient tout de notre emploi du temps depuis le 3e jour. Ce qu'ils demandent, c'est de regarder les images. Et moi, je refuse. Je lui dis que le Venezuela, c'est une démocratie et qu'il n'y a aucune loi qui les autorise à prendre mes images. Et donc, moi, je maintiens que je ne montrerai pas mes images et que je vais prendre mon avion. Et à ce moment-là, il y avait des militaires qui sortaient nos bagages. Et donc, ils nous ont demandé de les suivre. Et ils vont nous garder pendant 2 heures près de la douane. Et donc, après, ils nous amènent dans une salle où on voit nos sacs. Ils ouvrent et il y avait de la cocaïne dedans, quoi. Et là, on est coincé. Et donc, on va dans le centre de rétention avec des militaires partout. Et ils ouvrent la cellule, la porte de la cellule, et là, on rentre. C'est une pièce de 22 mètres carrés. Il fait 40 degrés minimum, une chaleur insoutenable. Et il y a surtout 14 mecs qui nous dévisagent, qui nous regardent de la tête aux pieds. Lui avec sa chemise blanche, on ne sait pas à qui on a affaire. Et on est là, comme des... On dit quoi à ce moment-là? Hola, ¿qué tal? À l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, c'est 2 petites pièces à coller, ça fait un petit coude. Et il y a 2 banquettes en ciment. Et donc tous sont là, les gars, et nous on arrive là-dedans. Donc on arrive comme ça, quoi. De suite, on est dans une petite foule. Là, on a une serviette pour 2, un déo pour 2, une brosse à dents et un savon pour 2, à se partager. Un moment important, c'est le moment où au bout du 2e jour, j'ai réussi à soudoyer un gardien pour pouvoir appeler et prévenir la production qu'on était enfermés. Le 5e jour, il y a les gens de l'ambassade qui sont venus nous voir. Ils nous ont effectivement confirmé qu'on était accusés de trafic international de cocaïne, mais que les choses étaient en train de bouger et que peut-être qu'on va être libéré dans pas longtemps. Le 7e jour, il y a une personne qui vient nous voir, habillée en jogging. J'apprendrai après que c'est en fait le ministre de la Communication. Il s'inquiète de nos conditions de détention. Et une fois qu'il est parti, on a attendu 1 heure et ils nous ont changé de cellule. Ils nous ont mis tous les 2 dans une cellule. Il y en a un qui nous a dit vous allez à l'hôtel. Oui, l'hôtel, ça restait une cellule. C'était la même cellule, sans les 14, quoi. Et un matin, la grille s'ouvre. On ne sait pas qui l'ouvre. Et j'entends, les Français, vous êtes libres. Vous prenez l'avion tout à l'heure. Et donc les choses après se sont toutes emboîtées les unes avec les autres. Alors j'ai pas le fin mot de l'histoire, je sais pas qui... comment les services secrets connaissaient mon emploi du temps à partir du 3e jour de présence au Venezuela. Comment j'ai pu me retrouver à pétarer avec des gens qui font des kidnappings et que ça soit connecté avec un mec qui s'occupe de services d'ordre du maire de la municipalité où on est. Tout est emboîté au Venezuela et tout fait que c'est explosif. Des bidonvilles à perte de vue et des meurtres.
sans arrêt. Caracas, capitale du Venezuela, un des pays les plus violents du monde. Ici, le crime se nourrit de la crise. Avec une inflation à 400%, les Vénézuéliens font des heures de queue pour acheter des produits de base et manifestent contre les pénuries. C'est pas possible, on est en train de mourir. Pendant que le pays s'enfonce dans le chaos, dans les prisons surpeuplées, les mutineries se règlent au fusil d'assaut, comme ici en 2011 au pénitencier de Rodeo. Bilan, 50 morts. Depuis, le calme est revenu à Rodeo, un peu grâce au projet Alcatraz, un programme de réinsertion par le rugby. Pour ces détenus, le sport est un moyen d'évasion qui leur permet aussi de se projeter dans l'avenir. Le dernier à avoir intégré l'équipe, c'est Willy. On veut démontrer au monde que oui, on peut changer. Il n'y a pas ici que des déchets, comme on nous appelle. Il y a aussi de vrais athlètes, des gens qui veulent sincèrement devenir meilleurs et avoir une deuxième chance. Les plus assidus peuvent obtenir des remises de peine, jusqu'à 1 an et demi. Giovanni, le capitaine des Jaguars, est péruvien. Il est tombé pour trafic de drogue et doit sortir en février. Sa motivation à lui, c'est de donner l'exemple. On pense que nous motivons les autres détenus à avoir un bon comportement avec notre travail d'équipe. Les autres nous observent à travers les barreaux. Bientôt, les Jaguars joueront devant un vrai public, sur un vrai terrain, avec de vrais plaquages. L'équipe de Giovanni doit participer à un tournoi à l'extérieur de la prison. Pour nous, c'est l'opportunité de sortir et de jouer pour un championnat. Donc de ne plus voir ces murs et ces barreaux, et d'être libre pour un temps. C'est déjà une réussite. Quelques jours plus tard, dans le centre du pays, la province de l'Aragua, El Consejo, une petite ville de 40 000 habitants. Dans la vallée, les champs de canne à sucre de l'Hacienda Santa Teresa, un des plus vieux domaines du Venezuela, et un terrain de rugby. C'est là que se rend l'équipe de Rodeo pour un tournoi carcéral. Bienvenue. Venez ici les gars. Mettez-vous en ligne. Les joueurs sont tous des détenus, en permission de sortie pour la journée. Issus de Rodeo, Phoenix et Tocoron, 3 des pénitenciers parmi les plus violents du pays, ils sont encadrés par la garde nationale. Certains vont chausser des crampons pour la première fois. C'est un grand jour aussi pour leurs familles, qui ne les ont pas vus depuis plusieurs mois. Faut gagner les gars. Diego, viens ici. Je t'aime, il y a toute ta famille ici. On t'aime beaucoup mon fils. Ça fait 3 ans et demi que mon fils est en prison. Pour quelle raison ? Pour homicide. C'est très important pour eux le sport. Mon fils, il adore ça. Et ça occupe son temps. L'entraîneur en chef du projet Alcatraz, José Arrieta, a autant de médailles que de braquages à son palmarès. C'est un ancien gangster, comme tous ses poulains. Ils ont commis différents types de crimes. Il y a des meurtres, des vols, du trafic de drogue. C'est quoi le secret pour qu'ils ne s'échappent pas ? Tu vois, il y a les gardes. Ils viennent pour se divertir. Et ils ont des valeurs maintenant. Ils sont préparés à tout ça. Vous êtes confiant ? Oui, si on fait confiance, cela génère la confiance. On va les détruire car ils n'ont pas d'organisation. Tu gardes bien le ballon, tu cours et tu ne te fais pas attraper. Et ne perdez pas parce que j'ai parié une bouteille, moi. Tous ces gros durs se font maintenant des câlins. Le pari, c'est de faire jouer ensemble des membres de gangs ennemis qui avaient plutôt comme habitude de s'entretuer.
Avant, c'était compliqué dans la rue, d'accepter l'autre avec ses vertus et ses défauts, mais aujourd'hui, on se respecte tous. Le créateur du projet Alcatraz, le voilà. Alberto Volmer est l'héritier d'une des plus grandes familles du Venezuela et patron de l'Hacienda Santa Teresa, qui organise le tournoi. Je vous dois encore une visite en prison. Comment allez-vous? Un peu français par sa mère, il a étudié à Paris. Il s'y découvre une passion pour le rugby et ramène ce sport inconnu ici pour créer le premier championnat du Venezuela. Les joueurs l'adorent car il leur ouvre des horizons nouveaux et s'adresse à eux d'égal à égal. Que ce soit vous, les prisonniers, qui donnent l'exemple aujourd'hui, qu'il y ait 2000 personnes réunies ici pour vous applaudir, vous, alors que la plupart du temps vous êtes méprisés, tout cela n'a pas de prix. Le rugby, c'est pour nous une plateforme pour porter nos valeurs, qui sont les ingrédients du succès. Le respect, la discipline, le travail en équipe, l'esprit sportif et le plus important, l'humilité, afin de corriger leurs erreurs. Avant le début des matchs, Alberto Volmer nous reçoit dans son entreprise, une hacienda qui produit du rhum. Sa famille, une des plus riches du Venezuela, est établie dans le pays depuis 300 ans. Là-haut, il y a mon arrière-grand-père, le premier tracteur au Venezuela, le premier camion au Venezuela aussi. Dans ces tonneaux, à 25 000 $ pièce, vieillit le rhum de l'élite de Caracas. Edgar Ramirez, c'est un acteur vénézuélien qui est très connu maintenant. Il a fait la série de Carlos. Est-ce qu'il y a des tonneaux de gangsters? Non, ici, non, non. Non, il n'y a pas de tonneau de gangsters. Ça, c'est anonyme. Les gangsters de la région sont devenus ses amis. Car la démarche d'Alberto Volmer ne concerne pas seulement les prisonniers. Il cherche à récupérer les bandits avant qu'ils ne soient tués ou arrêtés. En utilisant son entreprise et son sport préféré, il offre une deuxième chance à ceux qui décident de déposer leurs armes. Tout démarre en 2003 par une histoire incroyable. L'armurerie de l'Hacienda est attaquée. Parmi les assaillants, José Arrieta, aujourd'hui entraîneur. Tape d'abord au pied. Il est devenu le meilleur ami de celui qu'il avait alors tenté de braquer. Finalement, c'est presque toi le fondateur. Tout a commencé avec un braquage à l'Hacienda. On s'y a introduit avec un copain. La police allait nous arrêter et allait sûrement nous exécuter. Je suis allé à leur rencontre et je leur ai proposé ces deux options. Soit tu travailles 3 mois pour réparer ta faute, soit tu finis entre les mains de la police. On s'est dit, allez, c'est un homme sérieux. Il nous a convaincus et tout le gang est venu. On était 26 à cette époque. Ils étaient 22. Ah oui, 22. 3 mois de travail sans salaire pour se racheter. Une proposition qui a sans doute sauvé la vie à tous les membres de la Placita, le gang de José. Si tu me demandes combien d'années de vie j'aurais donné à José s'il n'avait pas intégré le projet Alcatraz, peut-être 2-3 ans maximum. C'est comme ça. Tout le monde le cherchait. Les autres gangs, la police. C'est vrai ou pas? Oui, oui, c'est vrai. Il finit par embaucher certains des gangsters dans l'Hacienda, puis leur propose d'apprendre le rugby. Vas-y, fonce, fonce! Plaque aux jambes! Un sport pourtant très peu pratiqué au Venezuela. Si on avait choisi un sport connu, il y aurait eu les bons et les mauvais. Certains n'auraient pas apprécié. Ce qui nous a plu avec le rugby, c'est que tout le monde commençait à zéro. L'année suivante, il recrute le gang adverse et obtient la paix entre les deux bandes ennemies. En 13 ans, 180 gangsters ont troqué leurs flingues contre des crampons. Et à chaque fois,
C'est Alberto qui part négocier directement avec eux. Je me rappelle qu'une fois, nous sommes allés recruter une bande très méchante et réputée. On a été reçus par 35 pistoleros avec des fusils d'assaut, des fusils de chasse, des pistolets et des grenades. C'est un moment rempli d'adrénaline et bien sûr très risqué. On se jette dans la gueule du loup. On leur a proposé d'entrer dans le projet en leur disant « Tu sais que tu es recherché et que dans 2 à 3 mois, tu seras mort, toi et tous tes proches. » Quand ils sont recherchés ou traqués comme cela, c'est le meilleur moment pour les recruter, parce que la menace est à court terme. S'ils acceptent de rentrer dans le projet et de travailler dans la fabrique de Rome, ils échappent à la prison, sauf s'ils sont coupables de plusieurs homicides. Gianfranco, lui, fait partie du dernier groupe à avoir intégré le programme. Il a 21 ans et cela fait 3 mois qu'il a été embauché dans cet atelier. Avec un salaire confortable pour le pays, mais bien en dessous de ce qu'il gagnait avant avec ses activités criminelles. Tout ce que je gagne maintenant en une semaine, je me le faisais avant en une journée. Mais je ne risque pas ma vie. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Je me vois travailler de façon permanente et stable pour la compagnie. J'aime bien le travail des tonneaux. C'est tout un art. Un changement de vie radical pour ce jeune homme qui, il y a à peine 1 an, faisait partie d'un gang local de braqueurs. Gianfranco habite dans le village voisin de Savanetta avec sa mère, un de ses jeunes frères et sa sœur de 19 ans, Marianne, qui vient d'avoir un bébé. Ils ont perdu leur père très jeune. En manque de repères, vers l'âge de 15 ans, Gianfranco bascule dans la délinquance. On s'introduisait dans les maisons, on ligotait les gens et on prenait tout. On volait des camionnettes chargées de marchandises ou des voitures pour les revendre. La plupart de mes copains de l'époque sont morts. La police avait appelé son gang les Fresitas, les petites fraises, car ils étaient tous très jeunes. Le Benjamin avait 14 ans. Ils préparaient leurs mauvais coups depuis leur planque, ici, sur les toits. On s'asseyait sur le petit mur qui est là, à fumer, et on observait tout ce qui se passait. On avait des guetteurs ici et là-bas, et comme ça on surveillait les 4 coins parce que d'ici on voit tout. Il était bagarreur à l'époque. Il se disputait beaucoup. Il était grossier, vraiment très très grossier. Il parlait mal à notre mère et à nous aussi. Il a changé totalement grâce au projet Alcatraz. Le plus dur, ce fut la première phase du projet, le sevrage. Isolé 2 mois dans un refuge sans drogue ni alcool, coupé de son environnement. Gianfranco nous lit son journal de bord, écrit à l'époque avec une psychologue. Je suis parti là-bas avec un groupe de camarades disposés à changer de vie et de manière de penser. Dans cet endroit très joli, le contact avec la nature et le silence m'aidaient à corriger les erreurs du passé et penser positivement. Je suis fier de ce que j'ai réussi à accomplir. Avant, quand je rentrais à la maison, je m'asseyais ici devant la télé et j'observais le diplôme de ma sœur. Et moi, je n'avais rien, même pas une photo. Maintenant, j'ai tout le mur à moi. Toutes ces médailles, Gianfranco les a gagnées comme ailier avec l'équipe de rugby du projet Alcatraz. Grâce à ce cocktail Rome et rugby, travail et sport, le taux d'homicide à El Consejo a considérablement baissé. Selon le patron de la police de l'État, l'impact du projet Alcatraz se fait sentir dans la vie de toute la communauté. Cette petite place où l'on passe, c'était un endroit utilisé par les délinquants, pratiquement en face de la police. Ben oui. Ça, c'est le quartier du cimetière. Il n'y avait que des vendeurs de drogue, des délinquants. Il y avait des braquages, des vols, des homicides, des guerres entre gangs. Avant le démarrage du projet, il y avait à El Consejo 2 à 3 meurtres par semaine.
La vallée était alors un refuge pour les malfaiteurs de Caracas. Dieu merci, les choses ont changé grâce à l'arrivée du projet Alcatraz. Pas à 100% bien sûr, mais cela a permis de réduire la délinquance de moitié et amener une accalmie. Ce qui a permis de ramener la paix à El Concero, c'est aussi ce que l'on appelle ici la justice réparatrice. Les gangsters repentis qui participent au projet doivent demander pardon à leurs victimes. Exemple avec cette boutique de loterie, dont les propriétaires ont été victimes d'un braquage à main armée. Et pan, il a tiré. À ce moment-là, je me suis jeté au sol instinctivement. Ma femme a entendu le coup de feu, elle a crié « Ils l'ont tué, ils l'ont tué !» Et ils sont partis. Butin, à peine 20 €. Johnny s'en sort avec une fracture du crâne et l'angoisse que cela recommence. Alors lorsqu'il croise quelque temps plus tard l'un des auteurs de l'agression, il est sur la défensive. Il est venu me dire « J'ai changé et je viens demander votre pardon ». Alors moi je lui ai dit « Mais tu as fait trop de mal, tu m'as fait du tort. C'est quelque chose de psychologique. J'étais longtemps mal avec les nerfs à vif. » Mais vous lui avez pardonné finalement ? Oui. Il passe et me dit bonjour. Maintenant, il est marié. Il a même une petite maison. Je vais te dire un truc. Quand je lui ai pardonné, j'ai ressenti un soulagement spirituel. Le braqueur de Johnny, le voilà. Osvaldo Diaz, 37 ans. C'est le seul de sa bande à être encore vivant. Il travaille aujourd'hui aux cuisines de l'hacienda et passe parfois saluer son ancienne victime. Salut Johnny. Je lui répète toujours qu'il faut qu'il continue comme ça, qu'il suive la voie du bien. Ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est qu'il m'a dit que si Dieu nous pardonne pour nos erreurs, qui suis-je pour ne pas pardonner à mon tour? Et cela, ça a été très fort pour moi. J'étais en larmes. À la prochaine. Bien sûr, tranquille mon frère. Sur le terrain de rugby, retour au tournoi des prisonniers. Les trois équipes se battent avec acharnement, mais fair play. Les Bleus de la prison de Tocoron sont rapidement dépassés. L'équipe rouge du pénitencier de Phoenix domine largement les deux autres. Ça cogne, oui, tout à fait. Oui, c'est l'idée. Finalement, Phoenix l'emporte haut la main contre Rodeo. Mais l'essentiel est ailleurs. Les perdants comme Jason sont heureux d'être là. La défense a été bonne. On n'a pas fait de faute, mais on n'est pas assez rapide. Il faut qu'on soit plus regroupés en équipe pour avancer. Sa mère, Maria, retrouve son fils pour le réconforter. C'est pas grave que vous ayez perdu. L'important c'est de jouer, d'aller de l'avant. Si tu tombes, il faut te relever. Il faut continuer à s'entraîner. Qu'il est beau, mon fils. Malgré les erreurs qu'il a commises et qu'il est en train de payer, il va s'en sortir. Il a beaucoup mûri. À l'issue du tournoi, les détenus et leurs familles profitent d'un moment privilégié pour se retrouver. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas vu toute ma famille réunie. Avec le jeu, on oublie qu'on est prisonnier. On ne pense qu'au sport. Pour Alberto Volmer, la journée est un succès. Il espère créer l'an prochain une ligue de rugby pénitentiaire avec beaucoup d'autres équipes. Je voudrais vous dire que je suis très ému. Merci pour ces cadeaux. Tout cela me procure beaucoup de fierté et d'humilité. Vous nous dites toujours « Jouons au rugby » et nous on vous répond « Jouons au rugby et donnons de l'espoir ». Pourquoi vous faites tout ça?
Nous croyons à l'avenir du Venezuela. Chacun peut tomber un jour dans la vie, n'est-ce pas? Et le meilleur, c'est quand on se relève. Le tournoi s'achève par un concert géant sur les terres de l'Hacienda. Dans la foule, Jean Franco, l'ex-gangster reconverti en tonnelier, profite de sa nouvelle vie. Comme tu me vois ici, je peux profiter de l'existence. Je ne suis pas en train de surveiller derrière moi si on me cherche pour me tuer. Rien de tout ça. Je vis une vie meilleure. Avec le projet Alcatraz, je suis devenu une autre personne. Alberto Volmer négocie déjà l'adhésion d'un 10e gang au projet. Un gros défi car il s'agit de rallier 80 malfaiteurs, une des bandes criminelles les plus recherchées du pays, pour les faire passer eux aussi des braquages au plaquage. État de siège à Caracas. Face aux étudiants qui manifestent depuis plus d'un mois, Chavez mobilise la troupe. Sa bête noire, c'est lui, Yon Goycochea, leader étudiant, aussi adulé par ses troupes que vilipendé par les sbires du régime. On change de domicile tous les jours, on change de maison mais aussi de voiture. On a reçu beaucoup de menaces. Ce que refusent les étudiants, c'est le référendum sur la Constitution qui autoriserait le chef de l'État à se représenter indéfiniment. Des gosses de riches, des fils à papa, répond Chavez. La plupart d'entre nous, on provient des classes moyennes ou pauvres. Une minorité vient des classes plus aisées. Ce sont les Chavez qui sont riches. Ce sont eux les petits princes du Venezuela. Riche, la famille Chavez? Pour en juger, il faut quitter Caracas pour l'État de Barinas, leur fief. Une sorte de Far West qui a toujours dit oui aux Chavez. Ici, Hugo s'affiche partout, mais il n'est pas seul. Son père est le gouverneur de l'État, son frère le maire de leur ville natale. Un homme seul a le courage de s'opposer au clan. Avant de devenir le pourfendeur des Chavez, Antonio était pourtant leur ami. On partageait tout ici. On jouait au foot, on jouait au baseball. Où est-ce qu'il vivait? Là derrière. Son père et sa mère avaient cette petite maison en face de la mienne. C'était des gens modestes, vraiment modestes. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une famille opulente. Ils possèdent des belles maisons, des grandes demeures. Ils se promènent dans des véhicules de luxe. Ils achètent beaucoup d'haciendas en utilisant des prête-noms. Mais même avec des prête-noms, tout Barinas sait que les vrais propriétaires, ce sont les Chavez. La résidence officielle de la famille, c'est le palais du gouverneur. Et Doña Elena, la mère du président, n'y tolère aucune dissidence. Vous entendez ça? Allez, dis à papa. Voilà, mon mari et mes 6 fils. Soit le gouverneur de l'État, un maire, un secrétaire d'État, un ministre, un ambassadeur. Celui qui appelle, c'est le petit dernier, le banquier de la famille. C'est Adélis. Allô, comment vas-tu mon fils? Que Dieu te bénisse et te protège mon amour. Et quand on fait part des soupçons d'enrichissement qui pèsent sur le clan, voilà ce que répond Doña Elena. Ceux qui vont finir les plus pauvres quand tout sera terminé, ce seront les Chavez. Parce que nous n'avons rien. Rien de rien. De l'argent, on n'en a pas. Une femme l'autre jour voulait me vendre son salon de beauté. Non, ma fille, je lui ai répondu, je n'ai pas de quoi acheter un salon. Ils croient tous que j'ai des sous, mais je n'en ai pas. Je n'ai rien du tout. Nous ne sommes pas mercantiles, non. Ni mes fils, ni mon mari, ni moi. À très bientôt. Ciao. Au revoir, Doña Elena. Et bravo l'artiste. Depuis un accident cérébral, Hugo Père, le gouverneur, est un peu diminué. Le grand Hugo Chavez. Entre 2 séjours à Cuba où il est soigné, il aime à contempler le chemin parcouru. Pour moi, c'est une grande satisfaction, parce que Hugo vient d'une famille très pauvre. Hugo peut-il rester président jusqu'en 2020 si la Constitution est réformée? Jusqu'à temps que le peuple le veuille. À Sabaneta, la ville natale des Chavez, le peuple a déjà choisi. Son frère cadet Hannibal y a été élu maire avec 99% des voix.
Un score façon Corée du Nord, même si les slogans y sont directement importés de Cuba. Ici, même la boucherie est bolivarienne. La maison où Hugo a grandi a été repeinte en rouge. C'est désormais le siège du parti. Toute la journée, l'animation musicale y est garantie. À des kilomètres à la ronde, on peut entendre le dernier hit de Chavez, ou encore de Chavez, ou plus simplement de Chavez. À Sabaneta, Hugo Chavez, c'est Dieu. La preuve, il y a fait surgir du néant la raffinerie à sucre la plus moderne d'Amérique latine. Seul problème, les travaux débutés en 2002 avec des ingénieurs cubains devaient être terminés en 2005. Et on n'est pas sûr qu'ils le seront l'an prochain. Pourquoi ? C'est la question que nous avons posée à l'un des responsables, le cousin d'Hugo Chavez. N'y a-t-il pas des responsables de la raffinerie en prison ? Oui, il y a quelques inculpés. Bon oui, il y a des gens détenus pour détournement de fonds. Une bagatelle, plus d'1 million d'euros détournés. Alors même les fidèles doutent. Elle l'a toujours été depuis les bancs de l'école où elle était la fiancée d'Hugo. C'était le temps où la peur ne verrouillait pas encore les esprits. Ceux qui parlent, il leur cause des problèmes. Le petit vieux, ça va encore. Il le manipule parce qu'il est un peu sénile. Mais comment peut-on accepter que le papa, que le frère, que l'autre frère, que celui-ci, que celui-là, Hugo doit se débarrasser de sa famille, tous les virer. Parce que ce sont eux qui le... Ils sont devenus riches du jour au lendemain. C'est ce qui écœure les gens. J'ai voté pour Hugo chaque fois qu'il a fallu. Mais si ici il nous impose les Chavez encore une fois, ce sera fini. Car les Chavez sont omniprésents. Ce dimanche après-midi, c'est combat de coq à Sabaneta. Et les meilleurs guerriers appartiennent tous à cet homme, en t-shirt bleu et casquette. C'est le plus important entrepreneur de la région. Son nom, Alfirio Chavez, un autre cousin du président. Aujourd'hui, ces coqs ont encore gagné. Alors à la sortie, un des parieurs ose l'affronter. Toi, tu es un fasciste. Ils t'ont tout donné et tu n'as rien payé. Rien, tu payes rien, garçon. C'est un crédit. Ta famille te donne tout. Avant Chavez, qu'est-ce qu'il était, hein ? Il était rien. Alors qu'est-ce qu'il vient raconter ? Lui, il est de la gauche de... Il est de l'extrême droite. Et nous, on est avec Chavez. Tous les membres de sa famille ici à Barinas sont les propriétaires des haciendas. Ici, ils ont tout corrompu. Et nous, on n'a plus les moyens de se défendre. Comment on peut se défendre, nous ? Face à la machine à propagande Chavez, la tâche paraît en effet impossible. Ce matin, rassemblement pour le oui à la réforme. Et on va assister à une illustration de la méthode Chavez. Pour tous les fonctionnaires, il y a d'abord la signature de la feuille de présence, obligatoire sous peine de représailles. Ensuite, c'est Hannibal le maire, frère cadet du président qui officie. Poignée de main généreuse avant le discours, celui d'un pasteur évangéliste bolivarien. Nous devons craindre Dieu parce qu'en lui sont les racines du vrai révolutionnaire. C'est l'enseignement de Jésus. Qui fréquentait Jésus ? Les pauvres. Contre qui s'est-il mis en colère ? Contre les marchands du temple, parce qu'ils profanaient la maison de Dieu. Réaffirmation de la prééminence du chef. Chavez, c'est le leader du processus révolutionnaire. Et c'est un leader qui dépasse de loin le seul cadre du Venezuela. C'est un leader mondial, un leader de référence pour tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur liberté. Et distribution de chèques pour tout le monde. C'est ça la dictature. Donner des moyens au peuple. Pour Carmen Herrera, un montant de 5 millions de bolivars. Près de 50 000 € distribués en 1 heure. Cela vaut bien une profession de foi. Patrie, socialisme ou la mort. Nous vaincrons. Vive Chavez. Vive la révolution bolivarienne. Vive la constitution bolivarienne. Jusqu'à la victoire, toujours. Ah, il allait oublier. Le petit mot opportuniste pour ses visiteurs. S'il vous plaît, convoyez ce message au peuple français, pour lui dire qu'ici, nous prions le Seigneur Jésus-Christ pour qu'Ingrid retrouve la chaleur de son foyer et du peuple français. Le jour de notre départ, une surprise nous attendait à la sortie de la ville. Un attentat à la peinture, dans la nuit, contre l'icône de la révolution bolivarienne. Un simple message, ou le début de la fronde, contre la mainmise du clan.